Voilà, donc la CAB, juste, qu'est-ce que c'est pour rappeler alors on avait fait des petits articles dans le bulletin municipal pour vous présenter la démarche. Donc je vous rappelle donc là, alors cet acronyme CAB, voilà, c'est court. CAB, ça veut dire Convention d'aménagement de bourg. Alors c'est quoi? Premièrement, la Convention d'aménagement de bourg, c'est un contrat en fait que la commune va signer avec le département de la Gironde. Hein, c'est ça, la CAB, fondamentalement, c'est ça, c'est un contrat qui va porter sur les aménagements de l'espace public à Saint-Morillon. Les aménagements, mais pas les aménagements immédiats. C'est une vision à moyen terme, on va dire. Une vision à moyen terme, à plusieurs années de l'évolution de notre village. Et l'intérêt de faire ce travail-là, c'est de sortir du quotidien, de sortir des problématiques du quotidien, effectivement du rebouchage des trous sur les routes, etc., et d'essayer de se projeter à 5 ans, à 10 ans, et pour faire face en fait à tous les enjeux qui dépassent le quotidien, les enjeux de développement de la démographie, de l'évolution de la population, de l'évolution de la question des mobilités, prendre en compte les questions de transition écologique, de transition énergétique, de valorisation du patrimoine dans un contexte où on urbanise. Voilà, la CAB, c'est ça, c'est se donner un horizon, se donner une vision qui sorte un petit peu de la vision du quotidien. Donc ce n'est pas quelque chose qui va remplacer le travail du quotidien, mais c'est quelque chose qui va être complémentaire. Et ce projet-là, il va nous donner une feuille de route à nous et à ceux qui suivront, qui seront à la gouvernance de la commune. Juste un tout petit mot pour dire, donc ça a été commencé en 2022. Hein, en 2022, il y a maintenant 2 ans, après un certain temps de réflexion et de maturation, la commune a décidé de lancer cette démarche en 2022 avec l'accompagnement du CAUE, qui est représenté par Sébastien Canet, qui est là-bas. Il peut peut-être lever la main. Voilà, certains le connaissent parce qu'il se trouve qu'il est en plus administré et habitant de Saint-Morillon, mais il est également architecte, paysagiste conseil au sein du CAUE, Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Voilà, qui est un organisme, on va dire parapublic, pour aller vite, qui accompagne les collectivités locales dans leur démarche d'aménagement. Donc on a eu pendant toute cette démarche de la CAB l'accompagnement, au-delà de l'expertise du cabinet Arcadie, on a eu l'accompagnement du CAUE. On a obtenu en fin 2022, début 2023, le financement de l'étude, le cofinancement de l'étude par le département. Alors à chaque fois, hein, quand il y a des cofinancements, ça suppose du travail en amont, parce que c'est de la recherche de financement, c'est des dossiers, c'est des relations avec les financeurs. 2023, donc le cabinet Arcadie a été retenu parmi un certain nombre de cabinets qui avaient été consultés. Hein. Et puis, en fin 2023, le travail est commencé, et ce travail d'étude. Alors, je vous parle parce qu'il se trouve que j'ai coordonné l'action en fait des élus dans ce travail-là. Donc, en 2023, le travail a eu lieu, mené par le cabinet Arcadie, en interaction avec les élus, accompagné par le CAUE et avec un certain nombre de comités de pilotage qui ont eu lieu avec le département, avec plusieurs services du département. Voilà. Et là, depuis maintenant quelques semaines, depuis décembre 2024, ce travail d'étude est terminé. Et donc maintenant, on va passer, c'est la partie 2025, je l'ai mis après sur une diapo suivante. On va passer maintenant plutôt en phase de contractualisation avec le département, en phase de recherche de financement, parce que c'est vrai que ça coûte de l'argent tout ça. Et donc il va falloir trouver de l'argent au-delà des fonds qui seront apportés en fonds propres par la commune ou bien par le département en cofinancement. On ira chercher encore de l'argent auprès de l'État, auprès de l'Union européenne éventuellement, auprès de la région, auprès de l'agence de l'eau. Il y a effectivement des pistes de financement pour mettre en œuvre cette vision de Saint-Morillon à 2030. Il ne faut pas s'attendre à ce que les travaux démarrent demain. Hein, c'est long, vous l'avez compris. On a démarré il y a quelques années. On est sur un travail de long terme. Il est probable que les premiers travaux ne démarreront qu'en 2026.
En 2025, on va être encore sur des phases, on va qualifier ça d'ingénierie. Voilà. Monsieur Prieur, je vous donne la parole. Merci. Bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Jean-Marc Bochon en introduction, la Convention d'aménagement de Bourg est un processus, en tout cas en ce qui nous concerne, qui est un travail qui a duré 1 année, ce qui nous laisse le temps d'échanger et également finalement de mûrir un projet stratégique. Je voudrais dire en introduction que ce travail n'a pas été fait seul. L'atelier Arcadie se compose de 4 personnes et en particulier d'Héléna Lange qui est à mes côtés et qui est, je dois dire, la cheville ouvrière de tout ce travail, et puis également avec un architecte, Jean-Charles Piroux, qui interviendra aussi dans cette présentation, puisqu'il y a des sujets architecturaux qui se posent sur votre village. Je voulais remercier vos élus pour tous les échanges que l'on a pu avoir, et puis également certains d'entre vous qui sont présents ce matin, qui ont participé à des ateliers participatifs tout à fait au début de la démarche, et qui pour nous est toujours un enrichissement et une manière d'aller plus dans le détail, de mieux comprendre comment vit le village et votre territoire, de façon à ne pas faire un projet hors les murs, mais un projet vraiment qui s'adapte au terrain. Ces 2 premières images à l'écran, pour comprendre la situation dans laquelle on arrive et que l'on découvre. Je connaissais déjà Saint-Maurion avant d'être engagé sur ce dossier, mais néanmoins pas au point d'imaginer ce constat entre la photo aérienne que vous voyez en haut, qui est la photo aérienne de 1950. Donc on voit une clairière au bord d'un ruisseau, le Gatte-Mort, et une clairière structurée par des boisements. Et puis la photo du bas, qui date de 2021, on retrouve cet effet de clairière, mais qui est une clairière urbanisée, avec des maisons individuelles, et puis finalement qui dépasse complètement le cœur du village initial par ce développement urbain. Ces 2 images, elles montrent à la fois le développement urbain, mais aussi d'une certaine manière une croissance de la population aux portes, j'allais dire, de Bordeaux, ou en tout cas à une demi-heure de Bordeaux. Et ces temps de trajet vers la métropole bordelaise se sont particulièrement agrandis depuis les années 50, puisque aujourd'hui il faut quand même une bonne demi-heure pour aller jusqu'à la rocade bordelaise. Ces 2 images, elles interrogent un décalage entre la population des années 50 et la population d'aujourd'hui, et aussi le niveau de service et puis la qualification des espaces publics tels qu'ils étaient et tels qu'on les réfléchissait dans les années 50 pour la voiture, puisque dans les années 50, on a beaucoup travaillé pour essayer de réintégrer la voiture dans nos espaces publics, que ce soit en milieu rural ou en milieu urbain. Et donc, on est passé par un processus de travail sur votre territoire, à différentes échelles, mais en particulier sur l'échelle du bourg, pour essayer de mieux comprendre quels pourraient être les enjeux, quels sont les enjeux pour les décennies à venir, puisqu'aujourd'hui, quand on dépense de l'argent public pour des travaux, pour être très concret, on les dépense plutôt pour 50 ans, alors qu'il y a ne serait-ce que 10 ans, on disait, ben voilà, on fait ça pour une génération. Donc là, on fait les choses pour plusieurs générations, d'où le pas de temps, la nécessité de prendre du temps pour faire des choses sobres et durables. Ça a été un peu notre leitmotiv tout au long de cette étude, d'essayer d'être dans de l'aménagement durable par rapport à la situation qu'on a découvert et à ce contraste très très fort entre les années 50 et les années 2021. Je vais vous présenter les choses assez rapidement, simplement revenir sur la Convention d'aménagement de Bourg. C'est, comme l'a dit Jean-Marc Bochon, c'est pas du tout un projet opérationnel, mais plutôt un projet de stratégie et d'une vision à court, moyen et long terme. Pour bâtir une stratégie, on est obligé de passer par un processus un peu intellectuel qui consiste à faire un diagnostic, un plan guide, et ensuite ce plan guide qui est le projet global d'évolution du territoire, d'essayer de le traduire par des fiches actions plus concrètes. Les enjeux de la transformation du bourg de Saint-Maurion, on
on a identifié 4-5 principaux enjeux. D'abord, l'idée de respecter l'identité rurale du village et sa mise en valeur, malgré le fait qu'on ait eu une urbanisation contemporaine. Cette identité rurale, qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut la traduire dans un projet contemporain, actuel, avec une population qui a évolué. Intégrer de façon pragmatique, c'est-à-dire de façon pratico-pratique, les enjeux de la transition écologique. Je pense qu'il n'y a pas une journée où on n'entend pas changement climatique, un problème météorologique très fort, un sinistre, un risque, le feu, l'inondation. Tous ces sujets sont tous les jours dans notre quotidien et il est temps d'agir. Alors on a un ministère qui s'appelle de la transition écologique. J'aime à dire qu'il faudrait qu'on soit vraiment maintenant dans l'efficacité de cette transition et donc dans le faire. Et donc on se sert aussi du média paysage pour restructurer l'espace public et le territoire par le paysage, parce que le paysage, c'est une portion de territoire telle que perçue par les populations. Et c'est en cela que, dans toutes les démarches que mène l'atelier Arcadie, on démarre par une rencontre avec la population sous la forme de réunions publiques et sous la forme d'ateliers. C'est jamais suffisant, le nombre de réunions que l'on fait ne sont jamais suffisantes, mais néanmoins, pour acter la transition écologique et la transformation de nos modes de vie et de notre cadre de vie, on est obligé de passer par ce filtre parce que le paysage est vraiment ce que vous, population, ce que nous tous, nous percevons. Le projet, il se fonde sur le retournement de la vie du village. Retournement d'un village un peu avec une image d'Épinal, sa mairie et son clocher, son école, dans le cœur du bourg tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais un village qui est aussi au bord du Gat-Mort avec ces très beaux espaces qui sont tout autour de la salle des fêtes, qu'on appelle près de la cure, et qui finalement est un espace très, très étendu, extensif, et qui, pour nous, était vraiment un enjeu de non plus considérer l'espace public comme étant la place, la rue, mais aussi des espaces où on peut se promener, où on peut passer du temps, et qui ne sont pas des espaces, entre guillemets, urbains, construits avec des voiries, mais plutôt des espaces naturels. C'est le cas puisqu'on est sur un espace naturel. C'est aussi s'intéresser sur la transformation du cœur de bourg, qui aujourd'hui est envahi par l'espace piéton. Alors c'est vrai qu'Elena, elle avait fait une analyse qui était très intéressante, qui consistait dans le diagnostic, qui consistait à dire que finalement, tous les espaces publics dans le cœur du village de Saint-Morillon sont englués par la voiture. On a des voitures partout, au pied de la mairie, au pied de l'école, ici, juste à côté de l'épicerie et de cette salle des fêtes, il y en a partout. Ce qui fait qu'il n'y a plus d'espace piéton. Et ces espaces publics sont très anciens, voire désuets, puisqu'ils ont été conçus et réalisés dans les années 50, cette grande période, les 30 glorieuses, où on utilisait la bordure, les tuyaux, les caniveaux, et aujourd'hui on ne travaille plus du tout comme ça. Donc l'idée, l'enjeu, c'est de transformer le cœur de bourg en un espace plutôt piéton ou semi-piéton, et qui intègre la perméabilité du sol urbain. Aujourd'hui, on parle de désartificialisation et de désimperméabilisation de nos espaces urbains. C'est valable aussi pour les villages et c'est effectif. Nous, on réalise beaucoup de projets de désimperméabilisation, des projets où on fait du zéro tuyau et où l'eau de pluie tombe directement dans le sol urbain sans passer par des tuyaux et des réserves X ou Y. Vous avez un village aussi qui est très beau parce qu'il est adossé à cette rivière du Gat-Mort, qui est protégée, mais avec un seul pont. Et une difficulté qui est que si on veut instaurer, comme l'a dit aussi Jean-Marc Beauchot, un certain nombre de mobilités douces, c'est-à-dire de pouvoir se déplacer autrement qu'avec la voiture, c'est-à-dire avec des vélos ou simplement à pied, et en fait il va falloir sécuriser un certain nombre d'axes, et en particulier cette traversée du Gat-Mort. Alors ça, c'est un projet un peu spécifique, mais avec cette idée qui était dans le programme de la Convention d'aménagement de Bourg, d'envisager une traversée détachée de la voirie via une passerelle, très simplement,
pour désenclaver le village au niveau de ses mobilités douces, puisqu'il n'est même pas facile d'aller du cœur du village jusqu'à la pharmacie qui est de l'autre côté. Donc là, il y a quelque chose d'extrêmement ténu, c'est tout petit à l'échelle du plan et du projet global d'évolution, mais c'est déterminant pour les décennies à venir. Alors, je vais rentrer dans le détail de chaque fiche action. Peut-être je vais essayer de faire vite, histoire que on ait une demi-heure, trois quarts d'heure pour pouvoir échanger, pour pouvoir préciser le sujet. Je rappelle juste, encore une fois en introduction, qu'on n'est pas sur un projet opérationnel, toute la technique n'est pas déployée, on n'a pas arrêté tout dans le détail. L'idée, c'est de considérer la philosophie de l'aménagement comme étant un programme, et ensuite, au fil des années à venir, via un processus de maîtrise d'œuvre, il y aura ce qu'on appelle une esquisse, un avant-projet, un projet, un dossier de consultation des entreprises, puis une réalisation. Et vous savez que ce processus, il dure à peu près pour chaque fiche action de l'ordre de 18 mois, 1 an et demi. Donc il faut faire quand même encore des études. Par contre, le projet stratégique, il est relativement posé. Et on peut toujours avoir des malléabilités dans ce projet en fonction des opportunités diverses et variées, mais c'est ce que je vais essayer de vous présenter. Donc le plan guide, en fait, il supporte les enjeux que je viens d'énoncer, et il se décompose en 7 fiches actions, avec une 8e fiche action que je présenterai en dernier. D'abord la question du pré de la cure, ensuite la route départementale là, qui passe devant la salle des fêtes pour des enjeux de sécurité que j'ai évoqués. La rue du 8 mai 45, qui est une très belle, en tout cas une rue très large qui a des capacités. La rue de Verdun, le pôle de la bibliothèque et de l'école, qui est en jaune, en numéro 5, en bleu, pardon. En 6, le cœur du bourg, donc l'essentiel de la transformation un peu radicale qu'on a proposée. L'espace qui s'appelle la rue du Sabotier, qui deviendrait l'impasse du Sabotier. Et enfin, en 8, le chemin des sables. Et je vous expliquerai que ça, c'est un projet qui est plus à l'échelle du territoire, parce que ce chemin des sables, il est très intéressant, notamment pour le maillage avec le collège de Saint-Selve et la continuité de la piste cyclable qui a été évoquée. Mais surtout, c'est une courbe de niveau, ce chemin. Une courbe de niveau qui pourrait avoir capacité à récolter à l'échelle du territoire les eaux pluviales et donc à gérer un problème qui se pose dans le cœur du village. Mais c'est une fiche action qui prend beaucoup plus de temps que les premières. Le parc du Pré de la Cure. En fait, on a souhaité le dénommer parc, même si c'est un espace naturel. Parce qu'en fait, si on veut retourner le village sur cet espace, il faut lui donner une identité. On a gardé la sémantique du Pré de la Cure, et on y a accolé la question du parc. Qu'est-ce qui se passe dans un parc naturel rural? Puisqu'en fait, c'est ce qu'on essaye de créer. D'abord, préserver ce qui existe, c'est-à-dire le gâte-mort, on n'y touche pas, la ripisylve avec la végétation existante, mais par contre répondre à un certain nombre de problématiques qu'on a essayé d'identifier. Un parc extensif et accessible. Aujourd'hui, on n'a aucun chemin. Alors, la municipalité crée des chemins en gestion différenciée régulièrement dans le Pré de la Cure, ce qui vaut aux écoles d'aller, je les ai vus moi faire du footing dans ce pré, et l'idée nous est venue de là, de cet usage, d'essayer de faire un parc extensif, pas trop aménagé, mais quand même de le rendre accessible par un certain nombre de cheminements qui sont représentés sur ce plan. Ce qu'on souhaitait aussi, c'est enrichir l'expérience des habitants par un aménagement naturel. Donc on fait appel à un vocabulaire qui est plutôt un vocabulaire naturel, sur des solutions qu'on appelle fondées sur la nature, avec une végétation qui est plutôt une végétation rurale, de haies, d'espaces de bord de cours d'eau qu'on appelle ripisylve, au bord du ruisseau et aussi au bord du fossé qui existe. Et puis aussi un espace plus urbain au contact de la route départementale qui est aussi un espace ouvert,
polyvalent et capable pour les habitants, et notamment au niveau de l'ancien presbytère, l'épicerie et la salle des fêtes où on se trouve. Ça fait partie du parc, c'est-à-dire qu'on remet ces bâtiments dans une logique de parc. L'idée, c'est aussi de créer une aire naturelle de stationnement. Et vous comprendrez que dans la stratégie, si on a du stationnement à 2 minutes, vraiment, hein, c'est 1 minute 30 hein, pour aller jusqu'à la mairie depuis le côté gauche, là où je tourne ma main. Cet espace de stationnement nous sera utile pour compenser, parce qu'en fait, forcément, vous l'avez compris, hein, si on est dans une piétonisation ou semi-piétonisation du cœur de bourg, il va falloir trouver des places pour les voitures. Et donc l'idée, ça a été de détacher un espace de stationnement dans le périmètre de ce parc du Pré de la Cure, à hauteur de 80 places, et avec une possibilité d'extension sous la forme d'une prairie lorsqu'il y a des grands événements. C'est ce qui, alors je ne sais pas si on voit le curseur, c'est ce qui est représenté ici, et avec une extension possible dans cette partie-là. Le tout étant extrêmement planté. Et puis également installé, vous voyez ici, on a une image d'un parc qu'on a réalisé à côté d'Agen, dans une commune qui s'appelle Boé, où là vous avez un parking, alors il est beaucoup plus grand, hein, il fait 350 places, mais qui est un parc qui finalement, là c'est une image qui a été faite 10 ans après la plantation, qui est un espace finalement quasiment forestier. En tout cas, l'idée c'est vraiment de bien intégrer l'espace de stationnement. Pour que cette stratégie elle fonctionne, bien évidemment, il y a des liens piétons qui seront assurés et on verra ça dans la fiche action sur le cœur de village. Simplement quelques références d'aménagement aussi. Les cheminements pourraient être réalisés de façon très sobre avec de l'écorce de pin. Et on pourrait aménager ce qu'on a appelé des stations, c'est-à-dire des micro-lieux où on peut installer une table de pique-nique, on peut se réunir en famille, on peut retrouver, les enfants de l'école peuvent se retrouver aussi avec l'institutrice, enfin professeur des écoles maintenant, sur cet espace-là. Et du coup, un aménagement extrêmement simple. Dernier point, vous voyez ici, on a une rupture de pente le long du mur là, qui est juste à l'arrière, un joli muret en pierre que l'on conserve. Et on s'adosse à ce mur pour intégrer 2 équipements sportifs ou de jeux. Une plateforme multisport qui avait fait débat à côté de l'école, que l'on réintègre en termes de programmation dans le parc, et avec une aire de jeu ici, à côté de cette aire de multisport. Le bâtiment qui est ici, qui est l'ancien presbytère, a fait l'objet d'un travail aussi avec Jean-Charles Piroux sur les possibilités finalement de réflexion et de mise d'inventer un programme un peu nouveau qui intègre les fonctions qui existent déjà, donc la salle des associations, l'épicerie qui est conservée, mais aussi des possibilités d'extension et finalement de trouver quelque chose un bâtiment un peu polyvalent par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Alors, je vais laisser la parole à Jean-Charles pour vous expliquer les grands principes de réflexion de ce bâtiment qui s'inscrit dans le parc du Pré de la Cure où nous sommes aujourd'hui. Oui, donc, dans la continuité de ce que vient de dire Emmanuel, il s'agissait de s'appuyer sur le contexte, sur le bâtiment existant du presbytère qui a des qualités patrimoniales, architecturales certaines, et de créer une extension à l'épicerie existante qui devient trop petite et obsolète, pour redessiner un bâtiment compact, alors en forme de croix, peut-être un petit peu le clin d'œil à la fonction antérieure du bâtiment, hein, du presbytère. Et surtout, ça nous permet d'avoir un bâtiment compact, avec une entrée directement ouverte sur la cour de la Cure, the place to be à l'avenir à Saint-Maurion, avec une entrée commune qui desservirait trois espaces polyvalents et modulables qui peuvent être jumelés par 2, qui peuvent être indépendants chacun, et dans lesquels on a imaginé relocaliser une épicerie, donc sur l'aile est, peut-être un restaurant sur l'autre aile, avec une terrasse qui pourrait s'ouvrir directement sur le parc de la Cure, et puis la réhabilitation de la partie existante du presbytère, qui resterait peut-être un local des associations, par exemple,
Et puis à côté, la vieille grange là, qui est un peu aveugle en ce moment, on créerait des ouvertures dans les murs aveugles pour la transformer en une halle couverte mais ouverte, qui abriterait par exemple un petit marché hebdomadaire et qui pourrait s'étendre tout autour du bâti en extérieur, quoi. On ouvrirait les 3 façades en gros, qui permettraient voilà, de diffuser après les marchands au beau jour sur les parties extérieures. Voilà les grandes lignes du... La route départementale. Le préalable à cette route départementale, c'est d'abord se poser la question des mobilités alternatives à la voiture. Et donc, je vous présente quand même une réflexion qu'on a eue sur une mise en cohérence du schéma cyclable pour un schéma cyclable pour Saint-Maurion, avec différents tronçons et éléments d'une certaine manière d'opérationnalité, c'est-à-dire que tout n'est pas faisable tout de suite, mais certaines choses, notamment le long de la route départementale, pourraient voir le jour assez rapidement. D'une façon assez pragmatique, on aurait un premier axe ici qui s'articule sur le chemin des sables et qui permet de relier le travail qui va être fait, si j'ai bien entendu, pendant les vœux, sur la continuité avec la piste cyclable du conseil départemental et qu'on propose de poursuivre dans un premier temps en redescendant vers le chemin de Domecq pour aller ensuite vers le cœur du bourg, créer une passerelle ici au niveau du Gat-Mort, détaché du pont, donc un ouvrage d'infrastructure indépendant du pont, et puis ensuite la possibilité de retourner vers le territoire, soit vers Béthanie, soit vers d'autres espaces. Alors les temporalités de tout ça, on ne les connaît pas vraiment, mais par contre ça ancre un schéma cyclable d'une certaine manière en T, comme il est présenté sur cette carte, et qu'en fonction des opportunités et des capacités de la commune aussi, progressivement, ces mobilités nouvelles seraient mises en œuvre. Je reviendrai dessus au travers du travail sur le chemin des sables, mais que je vous présente plutôt à la fin. Juste sur la départementale, en matière de sécurité, bon, on a ce franchissement du Gat-Mort qui est dangereux, donc qui se situe ici. Vous voyez ici, on a implanté la piste cyclable qui est détachée du pont existant. Et ensuite, on vient trouver dans cette partie basse et progressivement, on remonte jusqu'au niveau de la départementale. On arrive au niveau du croisement de la rue du Notaire, si je me souviens bien. Puis ensuite, on a une continuité qui pourrait être assurée ici avec la rue du 8 mai 45, puisque cette rue serait transformée en une rue beaucoup plus apaisée. On n'enlève pas la voiture, ce ne sera pas une rue totalement piétonne, mais une rue vraiment apaisée, type zone. Alors habituellement, on dit zone 20, mais là, avec vos élus, on s'est plutôt inventé l'idée d'une zone 10, c'est-à-dire de quelque chose qui est vraiment dédié aux espaces piétons. Si je poursuis le long de cette départementale, l'idée, c'est aussi de préserver tous les murets qui existent. Et d'ailleurs, quand on a démarré il y a 1 an, il y avait des travaux ici sur le pré de la Cure pour la restauration de ces murets. Moi, je pense qu'ils font partie de l'identité rurale qu'il faut impérativement préserver. On retrouve le bâtiment que vous a présenté Jean-Charles avec ses extensions modulables. Donc on retrouve un parvis, un travail de désimperméabilisation au niveau de la salle des fêtes et une nouvelle voie qui permettra d'accéder au parking que je vous ai présenté dans le parc. Cette départementale, en fait, elle sera structurée pour des questions de vitesse par un plateau trapézoïdal qui commence ici, avant le parvis sur la salle des fêtes, et qui, encore une fois, se terminera à l'entrée du bourg de façon à amorcer une mise en sécurité globale. Vous trouvez des exemples, un exemple de référence, par exemple ici, avec une passerelle qu'on a voulu assez légère. Alors ce sont des passerelles clés en main, mais avec des modèles qu'on peut ajuster, adapter à la situation. Ce sont des ouvrages qui sont très onéreux, du fait de la portance qu'il faut qu'on respecte. Mais voilà le type d'ouvrage qu'on a proposé dans le dossier.
La départementale, la voirie, le gabarit de la voie serait réduite. Et surtout, on garderait un trottoir sur la rive ici du village. Et de l'autre côté, on aurait un chemin qui revient dans le pré de la cure. Je reviendrai sur le stationnement, parce qu'en fait, le stationnement qui est ici est supprimé, puisqu'en fait, on crée un autre stationnement dans le parc à cet endroit-là. Du coup, on préserve vraiment dans l'entrée du village un cadrage avec une déplantation d'un alignement de façon à marquer le seuil d'entrée du village. Ensuite, on passe à la fiche action. Alors, sur la départementale, vous voyez la coupe ici. Les piétons qui aujourd'hui sont sur le bas-côté enherbé. Donc, ce bas-côté enherbé, vous avez le plan ici de détail. On a rive village, le trottoir. Et sur ce détail, on voit qu'on préserve ici le bas-côté enherbé et on instaure une traversée piétonne ici, là où il y a une rupture dans le muret. Et le cheminement piéton se fait d'une façon totalement sécure à l'arrière du muret et ne fait plus partie de la départementale. Mais on a quand même conservé un trottoir de l'autre côté. Sur la rue du 8 mai 45, cette rue elle est extrêmement particulière parce qu'en fait, d'une part, il y a peu de riverains, d'autre part, elle est dans une situation de pas de doigt un petit peu 19e, ici dans son amorce avec la départementale, mais aussi après sur la place de la mairie. Donc l'idée, c'est un premier travail de désimperméabilisation de cette rue, avec, on le voit parce que c'est une très belle perspective aussi. Dans l'état de l'existant, on a un morceau de trottoir, mais qui n'est pas du tout aux normes pour les personnes à mobilité réduite. Donc on a cette focale sur le clocher de votre église, avec de belles façades en alignement de chaque côté. Donc en fait, on a une très belle perspective, mais pour autant, elle est aujourd'hui carrossable. Donc l'idée, c'est de garder la circulation, mais néanmoins de changer les matériaux de sol pour la transformer en rue perméable, avec une forme de sans bordure. Donc on serait à minima dans ce qu'on appelle une zone 20. Alors vous inquiétez pas, hein, la représentation, on ne va pas verdir la rue, c'est pas du gazon, ce sont des matériaux qu'on utilise, qu'on a déjà utilisés, que vous pouvez, voilà, vous avez un exemple, ça peut être du pavé avec une bande centrale engazonnée, ou ça peut être ce qu'on a fait ici à Almance-du-Drô, un petit village dans le Lot-et-Garonne, un matériau perméable avec PMR aussi, accessible aux personnes à mobilité réduite, structurel, et qui finalement donne cet effet gazonné. Là, pour vous dire, on a juste un joint de 1,5 cm. Ce sont un peu toutes les nouvelles techniques qu'on est en train d'utiliser et qui mettent un petit peu un terme justement à l'imperméabilisation des sols dans les milieux urbains, qu'on soit dans un village ou en ville. Donc un changement radical de cette rue. Pour la rue de Verdun, on a plus de circulation dans le plan guide. Et donc du coup, la rue de Verdun, on est plutôt sur un profil très large. Vous voyez ici sur le petit prospect, pardon. Donc en fait, on a une rue qui est très très large et qui nous permet d'intégrer une noue paysagère et du stationnement perméable le long de cette rue et de redistribuer totalement l'espace piéton avec 2 vrais trottoirs de part et d'autre. La rue de Verdun, vous avez un exemple toujours à Almance-du-Drô. Là, vous aviez la version gazonnée, mais on a aussi la version pavée qui est perméable aussi. C'est-à-dire qu'on peut totalement envisager que cette rue soit perméable. Il faudra juste dans la phase opérationnelle faire attention aux portances de ces matériaux, puisque ici, vous avez les bus du village qui passent dans un sens comme dans l'autre. Là aussi, l'idée, c'est d'accentuer la perspective, de remettre en place des matériaux perméables et cette noue paysagère. Et en même temps, on conserve quand même la capacité de stationnement de la rue existante sur une rive, puisqu'en fait, on a quand même pas mal d'habitants sur ce secteur-là. Et le contact avec la traversée du bourg, donc la route départementale est ici, le plateau trapézoïdal démarrerait ici au droit, donc ça veut dire qu'en fait on serait sur un plateau au même niveau que la rue du 8 mai 45, de Verdun, pardon. Sur la bibliothèque, on est aujourd'hui dans une situation
où on a un grand parking. C'est là où je crois qu'il y avait eu une implantation d'une plateforme multisport. Donc la bibliothèque à proprement parler est là, l'école, la cour d'école est ici. En fait, là, l'idée, ça a été de, finalement, cette grande plateforme de stationnement dans l'état de l'existant n'est pas du tout pratique dans le sens où elle ne permet pas de bien ranger les véhicules. Donc, en termes de capacité, le très grand espace, on a préféré le réattribuer à la bibliothèque pour lui créer un véritable jardin avec un effet d'amphithéâtre, en tout cas de théâtre de verdure, avec quelques équipements de jeu. Alors si on regarde sur la coupe, on a ici les véhicules qui viennent buter contre ce muret. Donc là pour le coup on est obligé de démolir ce muret pour agrandir l'espace sous la forme de gradins, et on conserverait un peu de stationnement à l'arrière ici. L'effet, voilà une image de référence de ce que ça pourrait donner avec ce théâtre de verdure. Et puis ensuite, on propose de réorganiser très simplement le jardin en 4 carreaux de plantation qui pourraient se faire dans une discussion avec les gens qui s'occupent de la bibliothèque. L'idée, c'est aussi d'avoir une sorte de jardin de lecture à l'extérieur, plutôt pour les enfants, et malgré tout de conserver aussi quelques équipements de jeu et une dizaine de places de stationnement que vous voyez là le long de la voie. Le cœur du bourg. Alors là, c'est les transformations les plus importantes. Je vous montre en introduction quelques exemples qu'on a réalisés de désimperméabilisation d'espace public. Le premier exemple, c'est une photo aérienne de la place de Montbahut, qui est un petit village en Lot-et-Garonne. La place de Montbahut, donc vous voyez, il y a une route départementale, on ne voit pas, mais devant, il y a une route départementale qui passe ici. Il faut imaginer que le monument aux morts était implanté là en plein milieu et que tout autour, on avait un espace de stationnement. Ce que raconte cette histoire de projet, c'est que finalement, on a assuré un certain nombre de transformations qui sont assez similaires à celles qu'on pourrait mener à Saint-Maurillon, en tout cas celles qu'on propose. D'abord, de bien ranger les voitures, ça permet souvent de conserver à peu près le même nombre de véhicules. Si on n'arrive pas à conserver le même nombre de véhicules, on crée un parking de délestage, ce qu'on propose sur le pré de la cure. Ensuite, de désimperméabiliser tout l'espace, puisqu'on n'a plus d'espace, c'est un espace qui est entièrement piéton. Ce qu'il faut imaginer, c'est que là, c'est la même technique, c'est la même dalle. Tantôt, on met des pavés pour que ce soit accessible à tous. Tantôt, on met du gazon et on a cet effet. Là, on a un très bel effet à Montbahut parce qu'en fait, on avait la chance d'avoir de l'eau, un puits où on renvoie toutes les eaux pluviales dedans et qui nous permet tout l'été d'arroser cet espace et donc d'avoir un effet de fraîcheur qui est important. Autre point commun, on a supprimé cette voie. Ici, on avait une voirie qui existait de façon à avoir un espace perméable. Alors, la voiture que vous voyez là, c'est simplement le boulanger qui est ici, qui a une prise électrique qui, de temps en temps, se gare dans le théâtre de verdure pour brancher sa voiture. Tous les arbres existants ont été préservés et on en a replanté là le long qui pour l'instant sont tout jeunes. Mais c'est un projet où on a désimperméabilisé 100% de l'espace et on a supprimé tous les tuyaux, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de tuyaux en sous-sol. Vous avez une autre vue ici, non pas vue aérienne, mais une vue quand on est dans l'espace. Et puis ensuite, on a d'autres projets également de désimperméabilisation en site patrimonial, donc Almance-du-Drô, que j'évoquais tout à l'heure. Et puis ici, un projet qu'on est en train de finir de livrer, qui est sur la commanderie templière du Temple sur Lot, qui est un espace patrimonial, où là, on a à la fois du pavé et du gazon. Donc là, on est au début. Ça a été réalisé il y a 7-8 ans maintenant, ça fonctionne bien. Ça, il y a 2 ans, et là, on est en livraison. Donc, vous voyez, petit à petit, le gazon s'installe, mais les principes de désimperméabilisation sont des choses qui sont maintenant très efficaces. Le principe de la désimperméabilisation, c'est un principe qui est très simple, qui vise à rétablir ce qu'on appelle le cycle de l'eau, directement sur site, en place, pour éviter les risques que font porter finalement la collecte des eaux pluviales avec les vitesses que prend l'eau dans des tuyaux.
Et puis également de réintroduire, dès qu'on réintroduit l'eau, on réintroduit d'une certaine manière la possibilité d'une vie biologique et forcément des plantations, et qui elles-mêmes réintègrent un cycle biologique lié aux oiseaux très simplement, à des batraciens parfois, mais aussi à des effets de rafraîchissement. C'est ce qu'on voit sur cette coupe ici. Dès qu'on réintroduit l'eau, qu'on peut planter des arbres, eh bien en fait on a une évapotranspiration, c'est-à-dire que les arbres envoient de l'eau dans l'atmosphère et ça donne cet effet de rafraîchissement. Par rapport aux problématiques du changement climatique, ce respect du cycle de l'eau en milieu urbain nous évite ce que l'on appelle les effets d'îlots de chaleur urbains et nous permet aussi de rétablir ce cycle biologique dans la ville, ce qu'on appelle très simplement rétablir la nature en ville. Je fais un petit peu des raccourcis, mais on pourra rediscuter de ces principes. Ils sont éprouvés à différentes échelles. Nous, on a une pratique à l'agence de travail en milieu rural qui est assez agile pour mettre en œuvre ces projets. Et puis, c'est surtout des principes qui font que l'espace public est très subventionné par l'État et en particulier par l'agence de l'eau à partir du moment où on les met en œuvre, bien évidemment. Le préalable de l'aménagement du cœur du village, c'est d'avoir bien compris qu'en fait, en se garant ici dans le parc du Pré de la Cure, on n'est que à 2 minutes de la mairie. Donc le capharnaüm qui existe à l'entrée et à la sortie de l'école, même si c'est pratique de déposer ses enfants devant l'école, c'est plus trop d'actualité d'une part, et d'autre part, c'est quand même pas très compliqué de faire ce parcours qui prend 2 minutes. Donc déposer son enfant à l'école, ça prend 4 minutes. Ce que ça nous permet, c'est de changer radicalement la vie du cœur du village aussi. Puisqu'en fait, à partir du moment où on n'a plus les voitures, je reviens sur le constat d'Elena au début du dossier, finalement, il y a les voitures partout, sur tous les espaces publics, sur la place de la mairie, dans la rue du Sabotier, devant l'école. Et donc, si on veut récupérer un espace de vie, sécure aussi, à la sortie d'une école, c'est plutôt bien sans doute d'avoir des espaces sécures, c'est ce qu'on s'est dit. Bah, il faut d'abord ancrer de nouveaux usages, de nouvelles habitudes. Pour autant, on ne supprime pas tout le stationnement. Les PMR pourront toujours accéder facilement à la mairie, je vous montrerai. Et ponctuellement, un certain nombre de véhicules pourront quand même se garer et se rapprocher du cœur du village. Mais c'est juste un changement de pratique qui est un préalable à l'aménagement du bourg. Ce qu'on a voulu valoriser dans ce projet, c'est d'abord les qualités architecturales. Vous avez une très belle église, que ce soit son clocher, mais aussi son abside à l'arrière, avec des très jolis modillons qu'on a envie de valoriser par un aménagement qui pourrait être quasiment totalement piétonnier. Vous avez une mairie qui fonctionne sur 2 façades, avec ici, vous avez l'école et l'entrée. Et aujourd'hui, on a des espaces plus ou moins plantés. Voilà. Donc là, l'idée, c'est de faire vraiment un jardin d'attente, puisqu'en fait, on a remarqué que tous les parents attendaient. Et puis, vous avez un petit bâtiment, la maison Prieto, qui est adossée à la mairie. Et qui aujourd'hui pose un problème ici, puisqu'en fait, on a les piétons, en fait, quand on revient du stade à pied, sont pas sécures. Donc là, le projet, il est très simple, c'est finalement d'évider le bas du bâtiment de façon à retrouver un trottoir sous ce bâtiment que vous présentera Jean-Charles après. Le principe, c'est de finalement, on retrouve la rue du 8 mai 45 ici, la rue de Verdun ici, qui sont déjà désimperméabilisées. Et le principe, c'est de conserver ici tout cet espace-là, le plateau de l'église et le parking de l'école en espace piéton perméable. Ce qui suppose la fermeture de la rue du Sabotier de façon à avoir aucun véhicule qui puisse rentrer ici, à part les secours, puisqu'on conserve ici un accès pompier jusqu'à la façade de l'école et à la salle de motricité ici. Ça nous permet de finalement reproduire ce qui se passe aujourd'hui autour de votre église et d'avoir un espace généreusement planté sur ce cœur de bourg et d'avoir une vie, en tout cas qui est, moi j'ai trouvé, qui était très rythmée par l'entrée et la sortie de l'école
et de retrouver véritablement une vie en cœur de village à ces moments où les enfants sont récupérés par leurs parents. Pour autant, on aménage ici également une petite aire de stationnement de proximité et du stationnement ici plutôt minute, de façon à avoir finalement une proximité avec la mairie, et c'est là qu'on aurait un programme d'installation d'une place PMR pour les personnes à mobilité réduite, de façon à ce qu'elles n'aient pas ces 2 minutes à faire à pied. Je rappelle juste une chose, c'est que tous les espaces qu'on vous présente sont forcément aux normes pour les personnes à mobilité réduite. C'est une obligation maintenant, on n'a plus le choix. Et même si le dessin d'Elena ici est vert, ce sont des matériaux pour les personnes à mobilité réduite. C'est les exemples que je vous ai montrés, on sait faire. Donc finalement, on transforme le centre-bourg en un espace public unitaire et piéton, et on propose de créer un cœur de bourg convivial qui reflète cette identité rurale, finalement, un espace très planté, sans voiture, et aussi de sécuriser. Je pense que ce sera intéressant pour les parents et à la sortie de l'école, sécuriser et tout simplement rendre agréable ces espaces. Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment pas agréable de se retrouver au milieu de tous ces déplacements en voiture. On redonne finalement cette identité au cœur du village et on la poursuit via la rue de Verdun et la rue du 8 mai 45. Si on regarde avec un peu de hauteur cette transformation, finalement on est aussi, parce qu'on avait identifié tout autour du cœur du village les effets de boisement qui font que on est dans un village clairière, et finalement toutes les actions qu'on propose dans le cœur du village visent à réintégrer l'arbre en ville d'une façon très simple. Vous avez ici la rue de Verdun avec un alignement d'arbres, vous avez ici un quinconce qui serait planté en lieu et place du stationnement de l'école. Le parvis d'entrée de l'école, on pourrait réfléchir plus dans le détail à un jardin de poche. Et puis ici, vous avez le jardin, alors il n'est pas dessiné sur ce dessin, mais on a l'école qui est ici, et en face, vous avez le jardin de la bibliothèque. Et même un parking, le parking qu'on propose ici, serait un parking aussi perméable, mais planté aussi d'une lisière. Donc systématiquement, si vous voulez, l'idée c'est de réintégrer la nature dans ce cœur de village, et il nous semble que c'est la meilleure façon d'honorer finalement l'identité rurale dont les anciens nous ont beaucoup parlé pendant nos ateliers du début. Peut-être un point un peu technique sur cette façade de la mairie et la maison Prieto, Jean-Charles. Oui, cette maison Prieto, alors la photo du haut, c'est une photo de l'état existant. On voit que c'est constitué par 2 corps de bâtiments en enfilade qui sont d'une étroitesse particulière et assez rare quand même. Alors la partie du fond étant en mauvais état, hein, c'est complètement dégradé, donc on fait le choix d'abattre cette partie à l'arrière, là, hein, qui est donc cette partie-là, et de rénover la partie avant, qui elle est plus historique et qui a un caractère un peu plus patrimonial. Donc ce que racontait Emmanuel, c'est effectivement de cureter entièrement le rez-de-chaussée et de recréer des ouvertures supplémentaires de sorte à faire un passage couvert mais qui soit quand même lumineux et agréable, et qui permet de faire la transition piétonne entre l'école et le devant de la mairie. Et la partie au-dessus, à l'étage, serait tout simplement affectée à la mairie pour agrandir un petit peu les locaux de la mairie. On ferait juste une ouverture entre la mairie et l'étage de ce bâtiment. Alors ça, c'est un projet qui permet également, vous voyez, le fait de démolir ce bâtiment, ça permet quand même de récupérer aussi un espace ouvert. Et donc d'amplifier le jardin d'entrée de la mairie, d'entrée de l'école, d'un lieu qui n'est pas très très grand, mais finalement ça change toute la configuration de l'espace et la qualité d'usage qu'on pourrait avoir. Y compris d'ailleurs pour les parents qui attendent souvent leur progéniture, enfin leurs enfants. Les jours de pluie, on s'est dit aussi que sans doute l'utilisation de ce rez-de-chaussée, même si ça fait 3,50 m simplement de large, ça permet d'attendre, de discuter, d'avoir des relations entre parents, et puis surtout de sécuriser l'arrivée piétonne qui vient de la rue du Stade, voilà, jusqu'au cœur du village. Il
faut préciser qu'on a étudié bien sûr plusieurs solutions d'aménagement de ce bâtiment, mais qu'il est particulièrement étroit. Il propose 3,90 m intérieur au point le plus large. Donc on se dit, par exemple, on avait étudié la possibilité de créer un logement, mais une fois qu'on l'a mis aux normes thermiques, c'est-à-dire isolé, donc perdu de la surface, on se retrouve vraiment avec un espace qui n'est pas exploitable pour un logement digne, on va dire. On a réfléchi à d'autres solutions de commercial ou autres, mais voilà, on en est arrivé à cette solution qui était la plus consensuelle, on va dire. Moi, j'aime beaucoup quand l'espace, quand la question architecturale vient s'immiscer dans la question de l'espace public, c'est là où ça colle, quoi. C'est bien. Bon, du coup, une petite vue quand même. Donc là, on a finalement la maison Prieto sur la droite, là, ici. Du coup, ça nous permet aussi de dégager un parvis piéton, alors qui irait unitaire, qui va chercher la mairie, donc l'église, pardon, la vue sur l'église. Quitte à planter des arbres et que ces arbres soient remontés pour qu'on ne perde pas cette vue sur l'église. Donc c'est quand même une transformation radicale, c'est un dessin de principe, hein, c'est pas un dessin encore opérationnel, calé, parce qu'il y a des questions de giration qui vont se poser aussi. Mais ça nous permet de dégager ici aussi sur cette tête d'îlot de la rue de Verdun, toujours pareil, une plantation, un petit bouquet d'arbres qui participent à l'ensemble. On garde la voie qui passe devant l'église pour les sépultures, ça fait partie malheureusement aussi de la vie, et on conforte plutôt ce cheminement-là devant l'église que la voirie existante. Parce qu'aujourd'hui vous avez deux voies, vous avez une allée qui passe devant l'église et vous avez la voirie en enrobé qui passe devant. Donc là, on n'en garde qu'une seule, celle qui est utile pour les sépultures et utile aussi pour le flux de circulation qui vient de la rue de Domecq. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une ouverture de l'espace et une désimperméabilisation de la totalité de ce cœur de bourg, ce qui est une action qui demande, vous l'avez bien compris, un préalable sur redonner d'abord du stationnement ici sur le parc du Pré de la Cure, qui est à 2 minutes du cœur de bourg, et ensuite, voilà, donc c'est une opération quand même un peu à tiroir, hein, puisqu'il y a une stratégie à la fois sur la place de la voiture dans le cœur du village et le réinvestissement de ce cœur du village pour le piétoniser et le désimperméabiliser. Du coup, ça demande aussi d'avoir une action dans la durée. Donc tout ça ne va pas se faire en claquant des doigts du jour au lendemain, loin s'en faut. Mais sur d'autres expériences de village, on y arrive. Il faut 5 à 7 ans pour faire tout ça. Le fait d'avoir un projet global, finalement assez simple, dire on enlève la voiture du cœur du village, on la retrouve ailleurs dans une situation paysagère intégrée. Le fait d'avoir un projet global, ça permet de trouver des financements d'une façon beaucoup plus efficace. Et le fait d'être dans la transition écologique, ça permet aussi de lever des fonds là où ils sont et là où ils doivent être pour que on ait un projet à la fois durable, inscrit dans la transition écologique et qui soit pensé au moins pour 1 à 2 générations. C'est ce que je disais. On n'est pas sur 30 ans, on est sur un recul, ça doit durer au moins 50 ans. Forcément, vous avez compris, la rue du Sabotier devient une impasse si on veut un cœur de bourg entièrement piéton. On a quand même réfléchi. Alors, bien sûr, il y a toujours la question du monument aux morts, hein, qui est toujours une question qui est débattue dans les projets jusqu'au dernier moment, parce que la question de la mémoire est quelque chose d'important. Mais il nous a semblé intéressant de faire ici un espace qui soit dédié au monument aux morts, qu'on a appelé jardin de poche du monument aux morts. Et en fait, vous voyez, la rue du Sabotier est également désimperméabilisée et on conserve quand même 4 places de stationnement pour les riverains et une petite placette ici en surlargeur qui nécessiterait, alors c'est toujours délicat hein, dans les réunions publiques de parler de ça, mais peut-être d'avoir quelques acquisitions foncières ici de façon à avoir un espace qui soit plus ample au niveau public. Mais c'est vraiment une impasse, c'est-à-dire qu'on n'a plus ce ring autour dans le cœur du village qui, dans notre analyse, était quand même assez préjudiciable pour la sécurité de l'école, des enfants et puis aussi simplement la vie du village. Mais simplement une impasse
qui apaise la situation sans remettre en cause le stationnement pour les riverains. Je terminerai avec le chemin des sables parce que c'est une analyse. Moi, j'ai vu dans le cœur du bourg, devant la mairie, caniveau gris, là, qui est juste devant la mairie. J'ai vu ce caniveau gris un peu comme un geyser, un jour de pluie. Et ça nous a beaucoup interrogés. Et du coup, on a regardé le PLU, on a vu qu'il y avait des investigations dans le document d'urbanisme qui sont prévues, mais très très en amont, hein, avec des logiques de bassins versants, de très grands territoires. Donc on a été un peu apaisé de se dire, bon, ils ont prévu vos élus ont prévu dans le cadre du PLU un certain nombre d'actions, alors qu'ils sont aussi voilà, un ordre réglementaire et qui va prendre du temps aussi. Mais on s'est dit, ce chemin des sables, en fait, il est parallèle. Vous voyez, vous avez le Gat-Mort sur cette carte ici. Le cœur de bourg est ici. Et vous avez votre chemin des sables, qui est un très beau chemin, moi j'ai trouvé, qui n'est pas revêtu sur son intégralité, et qui surtout, comme je disais en introduction, est une courbe de niveau. C'est-à-dire un endroit où tout le chemin suit le même niveau, ou quasiment le même niveau. Donc ça veut dire que sur une courbe de niveau, on peut stocker de l'eau. On peut la réguler. On peut éviter qu'elle descende tout de suite dans le village. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand le village, entre guillemets, est inondé, je ne parle pas du débordement naturel du Gat-Mort, ça arrive aussi, hein, on a bien vu les photos, hein, et les cartes postales là-dessus. Mais vous avez aussi des inondations qui sont liées au ruissellement des eaux pluviales. Donc le PLU y répond. Mais un projet d'aménagement sur le chemin des sables, dans le schéma cyclable que je vous ai présenté tout à l'heure, il faudra nécessairement intégrer la question de la récolte et de l'infiltration des eaux pluviales de ce chemin et donc de tout le bassin versant amont, ce qui pourrait aussi aider. Toujours pareil par rapport à l'identité rurale, si un jour ce chemin doit être revêtu, nous on l'envisage plutôt avec des systèmes comme ça ici de déroute, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, la route n'est pas droite, même si on n'a pas beaucoup d'emprise, et voyez ce que ça donne dans un projet, ici c'est un exemple, et on pourrait avoir d'un côté une noue paysagère pour récolter les eaux pluviales, par exemple ici, puis ensuite on change de côté, on la met de l'autre côté, ce qui nous donne ces effets finalement de ralentissement, parce que si on fait un revêtement un jour sur le chemin des sables, le risque, c'est que ça devienne, entre guillemets, une autoroute avec un problème de sécurité. Le paysage, c'est ça, c'est partir de cette question du lien nécessaire pour les mobilités douces, pour changer nos pratiques, sortir d'une place de la voiture qui est trop présente, mais intégrer aussi la question des eaux pluviales, intégrer finalement les notions de perspective et de logique paysagère dans un ensemble plus global. Et ce chemin des sables, c'est un projet, entre guillemets, colossal, parce qu'il est très très long, mais si un jour on doit intervenir dessus, attention d'intégrer vraiment ce chemin dans sa logique paysagère, c'est-à-dire une logique qui intègre différents facteurs, à la fois urbains, sur la transition écologique, et il pourrait être très très utile de bien l'aménager, à la fois pour les mobilités douces, mais encore une fois, pour éviter les effets de ruissellement qu'on pourrait avoir dans le cœur du village, même si cette solution est déjà intégrée dans votre document d'urbanisme, et c'est rassurant. Voilà. J'espère que je n'ai pas été trop long, trop confus. Forcément, il doit y avoir des interrogations, des gens qui vont peut-être s'énerver avec la question de la place de la voiture, je ne sais pas. En tout cas, on est là pour essayer de vous convaincre et de vous y répondre. Encore une fois, c'était une année de travail avec vos élus et avec vous au départ, qui était quand même très agréable, parce que nos échanges ont été nous permettre d'aller vers un projet, je pense, assez ambitieux pour Saint-Morillon, et qui reconnecte finalement la croissance démographique du bourg avec la réalité des pratiques qu'il pourrait y avoir en 2030, pour redonner une date, je ne sais pas. Voilà. En tout cas, merci de votre écoute. Alors, merci. Donc, merci, Monsieur le Prieur. Donc, il nous reste à peu près une demi-heure maintenant pour des questions, des échanges avec vous.
Donc j'ai un micro, je peux le faire passer à ceux qui le souhaitent. Ma question, c'est plutôt un complément. Vous en doutiez un peu, monsieur. C'est plutôt un complément par rapport à votre exposé où vous avez parlé énormément de stationnement dans le bord du village. Bon, ça, évidemment, ça doit se concevoir, mais il y a un élément quand même qui est très important, dont je pense qu'on n'a pas suffisamment parlé, c'est le transit des véhicules qui se fait des autres communes par le centre-bourg de Saint-Maurion. On parle de réduire les espaces de circulation, mais il faut tenir compte qu'il y a un transit énorme venant de Saint-Michel, Guillos, Landiras, Illas, qui passe par le bourg de Saint-Maurion. Je vais vous donner un exemple. J'ai fait un relevé, en fait j'ai fait 2 relevés en 2 ans qui sont pratiquement les mêmes. Au point de vue, je prends mes lunettes si vous voulez bien. Au point de vue circulation, au niveau du passage du pont du Gars-Morte. En fait, c'est entre le pont du Gars-Morte et le restaurant L'Improviste. C'est pareil. Alors donc, oui là ça va mieux là. J'ai fait ce dernier comptage le 19 décembre. Ça s'est fait entre 6h45 et 9h15. Alors j'ai le détail que je ne vais pas vous donner demi-heure par demi-heure, mais enfin c'est quand même intéressant ce détail demi-heure par demi-heure. Mais en fait, je vais vous parler du résumé. Dans les entrées sur Saint-Maurion, il y a eu 199 véhicules qui sont rentrés donc en 2h30. En sortie, c'est-à-dire ce sont des véhicules qui arrivent du bourg ou de la route de Saint-Selve, il y en a 581. Ce qui fait un total de mouvement au niveau du pont du Gars-Morte de 780 véhicules. On doit rajouter une circulation de 12 bus et seulement de 4 camions. Bon, ça peut être davantage. Donc, on juge l'importance de la circulation au niveau du bourg de Saint-Maurion. Je pense que dans le projet, il faut tenir compte de ça parce que ça n'ira pas en s'améliorant, je ne pense pas. Ou alors que ce transit de véhicules qui vient des communes avoisinantes passe par ailleurs. Ouais, je vais peut-être vous parler d'une hypothèse qu'on avait formulée, hein, notamment sur la rue de Saint-Michel, qui passe devant l'école, c'était de ne pas garder le double sens. Au final, c'est une hypothèse qu'on n'a pas retenue, qui pourra peut-être faire l'objet d'expérimentation, justement pour éviter tous ces shunts, parce qu'en fait, moi, mon assistante, là, elle vient de Pujol-sur-Ciron. Alors, je ne sais pas si elle passe ici, je crois pas, mais en tout cas, elle ne prend plus l'autoroute. Parce qu'en fait, elle gagne du temps à suivre les itinéraires de Waze. Donc le problème, c'est celui-là, à la base. Couper la circulation dans le cœur du village, c'est possible, mais c'est pas possible de ne pas avoir un flux, de couper cette circulation, c'est possible, mais ça rend un peu délicat et impossible l'idée d'un cœur de bourg entièrement piéton. Clairement, ça pose la question de la rue du Sabotier. Donc il y avait des alternatives à choisir. Voilà. Après, c'est encore une fois, vous l'avez dit hein, dans votre question, un sujet qui est à voir à l'échelle de plusieurs communes. Parce qu'en fait, ces itinéraires de shunt, ils sont... voilà, c'est surtout le flux qui vient de Saint-Michel qui est problématique dans le cœur du bourg de Saint-Maurion, qui n'était pas le cas, si j'ai bien compris, il y a 15 ou 20 ans. Donc en fait, effectivement, ça va évoluer. Après, les aménagements qu'on propose, le fait que ce soit pas aménagé aujourd'hui, alors j'allais dire c'est une chance parce que ça nous permet de faire un vrai projet de A à Z et de tout penser à tout. Mais le fait d'avoir ensuite un aménagement routier, notamment sur la route départementale, avec un plateau trapézoïdal, avec voilà, un changement d'image, ça change aussi les comportements. Alors, je ne vais pas dire que les véhicules que vous avez dénombrés vont plus venir, mais par contre, ça va être plus compliqué de traverser Saint-Maurion et du coup, peut-être que les gens trouveront d'autres alternatives.
Mais on ne peut pas y répondre à l'échelle de Saint-Maurion même. C'est à l'échelle de plusieurs communes qu'il faut regarder ce sujet. Désolé, mais ce n'était pas notre mission que de régler ce problème-là. On l'a pris en compte, et d'ailleurs vos élus ils ont fait faire des comptages supplémentaires à notre demande pour que justement on essaye de peaufiner la stratégie. Alors on l'a arrêté sur plus une stratégie piétonne en se disant on va limiter les passages vraiment dans le cœur du village pour retrouver de la vie locale. C'est pas sans rapport avec les vœux qui ont été faits tout à l'heure, hein, retrouver cette convivialité entre les gens, que les gens se connaissent déjà pour simplement mieux se parler ou voilà, se parler tout court, même si des fois il y a des choses pas agréables à dire. Mais c'est vraiment ça qui nous a guidés au moment de la décision. Mais comme je le disais tout à l'heure, la phase opérationnelle peut-être reposera ces questions, c'est sûr. Oui, bonjour, Arnaud Plantier. Petite question sur la rue du 8 mai. Parce que je suis arrivé un peu en retard, mais j'ai compris qu'on voulait la désimperméabiliser et mettre quelque chose comme des pavés drainants ou autre, et la rendre accessible à tous en gardant les véhicules et en supprimant les trottoirs. Alors moi, la question que j'ai, j'en ai deux, parce qu'en mettant des pavés drainants, ça apportera sûrement plus de bruit pour les riverains, dont je fais partie. Et la deuxième question, c'est j'ai l'impression qu'en supprimant les trottoirs, enfin si tout le monde roulait à 10 km/h, ça ne me dérangerait pas, mais le problème c'est qu'on voit très bien les incivilités aujourd'hui, on sait très bien que ce ne sera pas respecté. Et après la question aussi du vieillissement de ces pavés, parce qu'avec le nombre de véhicules qui passent ici, et ces pavés sont faits plus pour du parking ou des choses un peu... Enfin, pas pour de la circulation... régulière et à des fortes allures comme c'est le cas parce qu'il y a beaucoup d'accélération dans cette rue et de freinage au bout parce qu'il y a un gros enjeu à accélérer au début et à freiner sur le stop. Donc voilà, donc je trouve que ça va pas au bout des choses, on essaie de faire un compromis, j'ai l'impression, mais le piéton est pas mis en avant et je pense que si on veut aménager un centre-bourg piéton, ça serait bien d'aller au bout de la démarche. Voilà. C'est oui et non. D'abord, sur des pavés adaptés à du trafic routier, les produits commencent à arriver. On les a. On l'a déjà fait et ça marche. Sur le bruit, ça dépend de la matière. Si on travaille sur un plastique recyclé, par exemple, on a moins de bruit que si on travaille sur une dalle béton. Sur la piétonisation totale, moi j'ai cru comprendre que, puisque vous habitez là, hein, on ne va pas se cacher, c'est possible. L'idée de cette rue, c'est dans tous les cas de changer les comportements par la matérialité qu'elle va prendre. Et donc c'est un projet, j'allais vous dire, qui pour l'instant est réversible. C'est-à-dire qu'il peut être au départ carrossable et puis quelques années après piéton. Puis encore une fois, il y a tous les débats en phase opérationnelle qui vont faire que peut-être que le propos que vous tenez, indirectement, vous souhaiteriez qu'elle soit piétonne. Je peux pas vous répondre plus, là, je laisse la main à des élus s'ils veulent, mais... Oui, moi je veux juste revenir un petit peu sur l'intervention du monsieur derrière, concernant l'aménagement de la rue du 8 mai. D'abord, il n'y a pas de stationnement pour les résidents de la rue. Et quand on regarde globalement les gens qui arrivent de Saint-Michel, ils ne vont jamais sur la rue de Verdun. 90% des gens prennent la rue du 8 mai. Alors je ne suis pas convaincu qu'un réaménagement de la rue pour la rendre un peu plus sécure fasse que les gens vont changer leurs habitudes et éviteront la rue du 8 mai et prendront la rue du Verdun. Moi, personnellement, j'habite pas au bourg de Saint-Maurion. Il me semblerait plus judicieux qu'elle devienne complètement piétonne. Comme ça éviterait les questions des trottoirs et des vitesses de circulation. Et derrière ça, j'avais une question, c'est concernant l'aménagement de la maison Prieto. Quand on arrive de Saint-Michel et qu'on arrive au stop de la maison Prieto, celle qui est sur la place, s'il y a une voiture qui arrive en face, telle que c'est construit aujourd'hui, il y en a forcément un des deux qui doit reculer pour laisser passer l'autre. Alors dans une de vos options, c'était de détruire la branche, ce qui aurait eu l'avantage
d'agrandir la rue et permettre aux gens de se croiser un peu plus facilement. Parce qu'aujourd'hui, deux voitures, s'il y a deux voitures qui arrivent en face, forcément, il y en a un des deux qui est obligé de reculer. Et là, je pense que là, il y a un petit problème à résoudre et qu'on n'a peut-être pas regardé. Alors, si on l'a regardé, parce que, en fait, déjà, on va récupérer de l'emprise avec le reprofilage de la voie et des trottoirs. Mais on l'a regardé aussi avec des gyrations. Mais si vous voulez, pour l'instant, on fait tourner ce qu'on appelle des gyrations sur un cadastre, pas sur un relevé topographique. Donc, en fait, ça, c'est des choses qui sont vues en phase opérationnelle, pour le coup. Là aussi, la question de conserver ce bâtiment nous a semblé, en tout cas avec Jean-Charles, puis au final avec vos élus également, quelque chose d'important par rapport, d'une part, au projet. Il aurait été facile pour nous de dire on fait de la place, on démolit ce bâtiment. Moi, je trouve que c'est un projet qui peut être intéressant tel qu'on le propose, mais qui effectivement, comme vous le dites, demande de regarder les gyrations. Sur la rue du 8 mai 45, on a bien conscience qu'à un moment, il faudra peut-être faire un choix plus drastique là-dessus. Mais voilà, il faut aussi du temps pour se mettre dans les transformations, que ce soit vos élus ou même vous. Bon, c'est assez rare qu'on nous dise non, il faut aller plus loin, là, piétoniser. Donc je pense que là, vos élus l'ont entendu. Peut-être qu'ils décideront de quelque chose par rapport à ça, mais il y a du temps. Hein. Oui, par rapport à ce que viennent de dire mes deux collègues concernant la rue du 8 mai 45, je confirme justement que la plupart des véhicules qui rentrent dans Saint-Morion rentrent par cette rue. Un gens qui sortent de la commune, je veux dire. Hein. Ils arrivent, la plupart arrivent de la rue du 8 mai 45, pas de la rue du Verdun. Bonjour, moi je suis arrivé un petit peu en retard, donc peut-être que vous avez parlé de ça, mais je voulais parler du ruissellement urbain aussi, qui est de plus en plus important. Je pense que vous l'avez pris en compte dans l'aménagement, donc j'ai pas écouté votre exposé, je suis arrivé en retard. Voilà, je pense que tout est pris en compte dans l'imperméabilisation des sols, végétaliser le bourg aussi, et prendre en compte tout cette entre les fortes pluies, les fortes chaleurs. Je pense que tout ça est pris en compte dans votre aménagement. Moi, on est un petit peu là aussi pour parler de. Enfin voilà, moi j'habite en fait au point bas de la commune. C'est vrai que quand il pleut énormément, il y a énormément d'eau qui arrive de tout le haut de Saint-Morion et du bourg. Je ne sais pas s'il y avait eu le schéma directeur des eaux pluviales qui avait été réalisé sur la commune. Oui, que vous avez dû prendre en compte donc pour les points on va dire noirs et les points fragiles. Voilà, je voulais parler de ça et aussi des aménagements routiers où c'est vrai que quand on habite au plein bourg, on voit toutes les incivilités. Malheureusement, les radars pédagogiques, ça sert peut-être pour 10% des automobilistes. Et prendre en compte dans l'aménagement aussi le plan de prévention peut-être du bruit aussi, que chaque aménagement peut faire du bruit aussi, et d'aménager, de prendre en compte les accélérations, les décélérations. Enfin, tout ça est très compliqué à prendre en compte pour un ensemble de choses. Pour la question des eaux de ruissellement dans le bourg, vous avez compris, ça dépend d'une logique de bassin versant qui n'est pas l'échelle de travail d'un aménagement de bourg. Néanmoins, j'ai parlé du chemin des sables, mais ça c'est une opération qui serait vraiment un moyen, voire long terme. Concernant les aménagements des espaces publics, nous, nos dimensionnements, en tout cas avec le bureau d'études, quand le bureau d'études travaille, on les calpine sur une pluie de 80 mm sur 4 heures. D'accord ? Donc c'est déjà une pluie intense, paroxystique. C'est pas une pluie... c'est même pas les orages qu'on connaissait en tout cas quand moi j'étais gamin. Donc 80 mm, ça permet de tamponner directement sur l'espace public, les espaces publics là que je vous ai présentés. Alors je ne sais pas si vous les avez vus, qu'on a déjà réalisés avec un recul d'expérience pour mon bahut de 6-7 ans. On n'a même pas une flaque d'eau. Il faut dire que, après, il faut que vous imaginiez le chantier. C'est-à-dire que le chantier, si on a un sol qui n'est pas perméable, on descend de 80 cm. Partout où on désimperméabilise, on refait une structure de sol sur 80 cm et de sol perméable. C'est-à-dire que c'est pas rien, et c'est ce qui permet de temporiser. En fait, en logique hydraulique, on essaye toujours de gagner du temps.
Et le fait de faire des cœurs de village, des routes qui soient des routes perméables, ça nous permet de gagner du temps. Alors vous qui êtes en point bas de la commune, forcément vous recevez tout ce qui arrive avec des vitesses excessives, tout ce qui est mis dans des tuyaux, tout ça est extrêmement mauvais pour les parties aval du territoire. Donc plus on temporise avec ces systèmes de perméabilité des sols urbains, mieux c'est pour les débuts de fuite. Parce que l'eau, elle arrive toujours, mais elle arrive avec un régime régulé. Bon, là, on est dans de l'aménagement urbain. Si on était dans de l'aménagement vraiment extensif, par exemple en milieu agricole, on fait, sur notre dossier, on a travaillé sur du reméandrage de ruisseaux de façon à gagner du temps. À chaque fois, c'est la même logique. Les événements paroxystiques liés au climat, El Niño, El Niña et tout ce truc, tous ces sujets-là, on ne va pas passer outre. Il va falloir qu'on s'adapte. Et une manière de s'adapter, c'est celle-là. Mais il n'y a pas que cette solution. Donc, c'est à d'autres échelles qu'on peut gérer les choses. Mais ce que l'on fait sur l'échelle urbaine, en fait, est déjà très importante par rapport à la manière dont on gérait les eaux pluviales jusque dans les années, on va dire, même 2010. Voilà. Chacun aussi a des obligations, de nettoyer ses fossés, voilà, ça c'est pas souvent rappelé aussi, on attend toujours de la collectivité, mais c'est aussi à chacun un fossé privé, c'est au propriétaire de le nettoyer, de chacun de faire sa partie et ses devoirs aussi. J'observe qu'on attend beaucoup, c'est toujours la faute de la collectivité. Et voilà. Je souscris à tout ça, hein, je suis d'accord. Après, moi je vous réponds sur l'aménagement du bourg, qui est le sujet que je dois traiter, mais encore une fois, le chemin des sables nous semble être quelque chose qui peut être stratégiquement intéressant. Y a-t-il des questions encore? Des questions, des interventions? Alors, ce qu'il fallait peut-être préciser, c'est que toutes ces fiches actions, donc Monsieur Prieur l'a donc déjà dit, on est dans du stratégique, on est dans du moyen, voire du long terme. Après, en termes de réalisation, là, il y a 8 fiches actions. Les premiers échanges de programmation avec le département nous envoient sur les 4-5 ans à venir sur 3-4 fiches actions. Je ne sais plus exactement, mais ou 4 ou 5. Hein. Tout ce qui vous a été présenté là, après, en termes de capacité de financement, ça va s'étaler sur un certain nombre d'années. Donc il va y avoir des fiches actions qui vont être faites là, dans les 2 ans à venir, plutôt à partir de 2026. Mais les dernières, on est loin hein, pour les dernières, parce qu'on a une capacité de financement qui est quand même assez limitée. Oui, moi j'ai une question assez courte. Le chemin des sables, il va être interdit à toute la circulation de véhicules motorisés? Il est déjà. Et le parvis de l'église, d'après ce que j'ai compris, vous allez le supprimer? On va l'amplifier. Ah bon, vous n'avez pas bien vu sur le plan. Alors, je vous montre. Oui, alors effectivement, c'est vrai que les schémas, donc vous allez pouvoir retrouver tous les schémas, ils sont sur les grands posters qui sont sur les grilles, donc vous allez pouvoir vous approcher et voir ce qu'il en est. On va essayer aussi dans les semaines à venir, on en a parlé là, de les mettre à votre disposition en mairie. Donc vous pourrez aussi venir les consulter aux horaires d'ouverture de la mairie. Mais là déjà vous allez pouvoir les regarder tout à l'heure. Oui, Monsieur Prieur. Non, juste pour mieux expliquer le plan, en fait, on requalifie le carrefour entre le chemin de Domecq et le parvis de l'église. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez l'allée qui passe devant l'église. On pourra aller voir sur site si vous voulez, c'est pas loin. Bah, je crois pas, je pense que c'est une question... Ah ben le fourgon, il se met là, devant. Ben... Non mais vous fâchez pas. Je redis, nous on travaille sur un cadastre. Donc si vous voulez, quand on aura un plan topographique, et puis je ne viendrai pas à une sépulture, hein, enfin j'espère pas. Mais du coup, là aussi ce sont des points, c'est comme le monument aux morts. C'est des points qui sont débattus à l'esquisse, à l'avant-projet, et parfois même dans le projet,
parce qu'il faut finir de caler les choses en fonction des réalités d'usage. Vous voyez? Donc, il y a peut-être des ajustements à avoir, mais c'est l'objet des phases opérationnelles. Je ne peux pas vous répondre autre chose. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'il y a sans doute des habitudes qu'on a, il y a beaucoup d'habitudes qu'on a, et on ne voit pas, parce qu'à cause de ces habitudes, on ne voit pas comment on pourrait faire autrement. Mais en réalité, il y a souvent moyen de faire autrement. Est-ce qu'il y a encore des questions? Ah, il y en a encore là-bas. Parce qu'après, on va passer en phase vin d'honneur. Je vais être bref alors. Non, simplement, Saint-Morillon n'est pas Los Angeles, évidemment, mais est-ce que le mélange entre le bâti et les arbres présente quand même un certain nombre d'inconvénients? On a tendance aujourd'hui, c'est très en vogue de mettre des arbres autour des bâtiments, etc. Mais les incendies que ça peut engendrer, ça pose aussi problème, sans compter qu'il y a toujours des feuilles à ramasser, des branches mortes qui tombent, etc. etc. Voilà, simplement une remarque. Je suis pour le verdissement, mais effectivement, il y a quand même un certain nombre de risques qu'on a pu voir ces derniers jours. Voilà. Bon, il est vrai qu'on a eu de multiples informations et qu'il est difficile de digérer. Donc, peut-être que les questions viendront plus tard. À ce sujet, ce qui serait intéressant à la mairie, c'est que finalement, on nous présente les fiches, mais qu'à côté, il y a un cahier sur lequel, effectivement, chacun qui viendra consulter ces fiches puisse, effectivement, apporter ses commentaires et ses suggestions. Voilà. Bien. Donc, je crois, oui. Oui, je réponds oui. On va essayer de mettre un cahier à côté en mairie pour récolter effectivement les avis, mais on peut peut-être imaginer autre chose aussi. On peut peut-être imaginer une rencontre plus technique avec les gens que ça intéresse, oui. Encore une question ou une remarque? Oui, bonjour, excusez-moi, je suis arrivé en retard. Au moment où je suis arrivé, vous parliez de la rue du Notaire. Alors ça m'interpelle parce que j'y habite. Et je voulais savoir si le fait de potentiellement rendre piétonne ou non carrossable la rue du 8 mai 45, moi ce que j'ai peur, c'est que la rue dans laquelle j'habite, du Notaire, va devenir, ce qu'elle est déjà actuellement, un itinéraire délestage à grande vitesse des voitures qui, pour éviter le centre-bourg, en fait, passent comme des Fangio devant mon portail. Et donc parler d'effets induits qui ne sont pas du tout évidents à mesurer à ce stade, quoi. Moi, personnellement, je ne crois pas qu'il y ait de... parce que la rue du 8 mai 45, elle est pour l'instant, dans les fiches actions, elle n'est pas... elle reste carrossable. Hein. Je ne vous entends pas du tout ici, parce que là, il y a un brouhaha. La rue du 8 mai 45 reste carrossable. Donc l'itinéraire de Schunz, s'il existe, c'est indépendant d'un aménagement quelconque. Vous craignez, si j'ai bien compris, vous craignez que l'aménagement de la rue du 8 mai 45 génère un itinéraire de délestage sur la rue des Notaires. Non, il existe déjà, oui, malheureusement, mais c'est que ça renforce, oui, mais ça se met à renforcer cet itinéraire. Effectivement, nous, la rue des Notaires, c'est une rue sur laquelle on n'a pas travaillé. On a analysé, on a trouvé que ça pouvait être intéressant, puis très vite on s'est dit mais cette rue elle est plutôt agréable comme elle est, on n'intervient pas. Voilà, mais si c'est un problème qui est émergent, voilà. Une dernière intervention et puis après on va s'arrêter pour ce matin. Bonjour, moi-même je suis arrivé aussi un peu en retard. Pardon. Ma question, ça concerne les enfants, notamment les jeunes enfants et puis pourquoi pas aussi les ados. Ce que j'aurais voulu savoir, c'est si dans votre projet, globalement, vous avez prévu une zone pour l'accueil des jeunes enfants. Les mamans, par exemple, moi, ce qui me fait penser à un square. Je pense que le centre du village, il faut qu'il soit vivant, effectivement, mais si les gens n'ont pas de structure aménagée pour se rencontrer, notamment un petit square pour les enfants. Ça manque beaucoup. Vous avez dû arriver après la présentation du parc, parce qu'en fait, ici, vous avez, on est ici dans la salle des fêtes, et en fait, ce qu'on prévoit là à l'arrière,
On a un petit muret, une dépression, et on profite de cette dépression topographique pour installer une plateforme multisport ici et une aire de jeu ici. Et après, vous avez un autre endroit dans le jardin de la bibliothèque où on remet quelques équipements de jeu, plus pour les tout petits. Voilà. Donc on répond à cet objectif, mais également pour les ados. Parce que les ados, il ne fallait pas que ce soit totalement détaché du bourg et en même temps pas dans le cœur de bourg non plus, parce que ça génère des problèmes après de nuisance, on va dire. Enfin, en tout cas, il y a des gens qui considèrent que le bruit des ados le soir, c'est nuisible. Mais du coup, c'est surtout dans le parc que ça se joue. Mais on pourra en rediscuter après, hein, si vous souhaitez. Oui, alors, écoutez, merci. On va s'arrêter là. Alors, merci beaucoup d'abord à vous tous d'être venus. Vous allez pouvoir, on va pouvoir partager un verre de l'amitié ensemble. Et puis, merci à Monsieur Prieur, à Monsieur Piriou et à Elena. J'ai oublié votre nom de famille. Merci de cette présentation et d'être venu un samedi matin pour présenter aux Saint-Maurionnais les résultats de tout ce travail qui nous a occupé pendant une année, mais qui n'est pas terminé. Voilà, et on essaiera de le continuer avec vous. Merci et rendez-vous ici.